Salut tout le monde, salut Caro. Salut! Bienvenue à C'est au carré. D'entrée de jeu, toi tu te rappelles la première fois que tu es allé voter? Ouais. Moi je me rappelle pas de ça, pas en tout. En fait, la première fois, c'était en 2021. C'était justement au fédéral. J'avais 19 ans, là, genre à 15 minutes avant la fin des votes. Je m'en vais là avec ma mère. Je comprends pas comment ça marche, quelle carte faut que j'amène, qu'est-ce que j'ai besoin. Puis c'était tous des nouveaux députés que je connaissais pas parce que celui que nous, on avait dans la région était comme devenu maire de la ville, finalement. Fait que là, t'essaies de te renseigner, mais j'avais pas suivi ça pantoute, moi, cette année-là. Mais bon, celui que j'ai voté a quand même rentré, là! Ouais, Mais ouais, je me souviens, là, c'est ça, quand que... C'est tout le temps un peu complexe, là. Moi, je me rappelle pas exactement c'est quand, mais tu rentres dans ce monde-là, puis on dirait que là, le monde des adultes arrive pour vrai, puis t'essaies de comprendre. Moi, la politique, ça m'intéresse énormément, mais en même temps, je comprends pas tout. Mais je pense que c'est bon de même. Puis aujourd'hui, parlant de politique, on reçoit la députée d'Avignon Métis Matane Matapédia, Christina Michaud. Elle va venir nous parler de sa carrière et un peu de toi aussi. Bonjour Christina, ça va bien? Allô, ça va bien toi? Oui, ça va très très bien. On se demande en partant pourquoi avoir choisi une carrière en politique. Mon Dieu, c'est une bonne question pour se compliquer la vie, peut-être. Oui. Non, j'ai été appelée par la politique quand j'étais à l'université. Souvent, les politiciens vont venir de familles politiques, donc ils en mangent, ils en parlent depuis qu'ils sont tout jeunes, puis ils connaissent ça. Moi, c'était pas mon cas. C'est quand j'étais à l'université que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis quand tu prends une job dans le milieu, soit tu as la piqûre directement, soit c'est pas pour toi, parce que c'est quand même une vie assez intense. Fait que j'ai commencé au Parti québécois, à l'Assemblée nationale avec Pascal Bérubé, notre député ici, comme recherchiste, puis j'ai adoré ça. Fait que c'était certain que j'allais rester là-dedans pour un petit bout. Après quelques mois en politique, en tant que personne dans l'ombre, je te dirais, tu commences à te poser la question, est-ce que je veux toujours être dans l'ombre ou est-ce que j'aimerais ça aller au-devant, tu sais? C'est la question que tu te mets à te poser éventuellement dans ton parcours. Et j'étais quasiment pas rendue là dans ma réflexion qu'une opportunité s'est présentée pour moi. Donc, j'ai sauté dessus, puis me voilà. C'est fun, super. Puis dans le fond, toi, tu représentes le Bloc québécois au fédéral. C'est bien ça. Oui. Puis, bon, j'ai déjà une partie de la réponse, mais pourquoi vouloir représenter au fédéral, ce qui est quand même énorme, les régions d'Avignon, Métis, Matane et Matapédia? Bien, moi, je viens d'ici toujours, puis j'habite ici. Se lancer en politique, il y a des gens qui le font, là, ils vont représenter une région qu'ils connaissent pas vraiment ou une ville à côté, ou tu sais. Moi, je trouve ça important de représenter les gens de chez nous parce que j'avais envie de changer les choses, mais changer les choses pour les gens de chez nous. Tu sais, je trouve ça bien le fun qu'il y a des gens qui veulent changer les choses pour Rosemont, la petite patrie, par exemple. Mais moi, c'est moins mon coin, je connais moins les enjeux là, tandis qu'ici, oui. Fait que ça faisait vraiment partie de mon ambition au départ de changer les choses à plus petite échelle, puis de le faire à la Chambre des communes. Évidemment, on a un super député à l'Assemblée nationale déjà, fait que le poste était déjà pris, comme on dit. Mais quand cette opportunité-là s'est présentée pour le fédéral, oui, c'est un grand défi, oui, c'est une grande région. J'ai des collègues qui ont qu'une seule ville, une partie d'une ville à représenter, quelques coins de rue. C'est pas les mêmes réalités. Nous, c'est très grand, mais ça fait en sorte qu'on a bien du plaisir. Puis, je me demandais aussi, parce que ces métiers-là, ça reste quand même des métiers qu'on entend moins parler. Surtout dans les écoles, c'est quoi les études qu'il faut faire pour devenir député ou pour travailler dans la politique en général? Mais c'est une bonne question. Je pense que c'est ça qui est intéressant de la politique, c'est de voir des gens arriver avec tous des bagages différents. Okay. J'ai des collègues qui ont été infirmières, qui ont été travailleuses sociales, avocats, quoi d'autre? J'ai un collègue qui a travaillé dans une usine de bois, puis il a aussi été perchiste sur des plateaux de tournage, des profs de cégep, d'université. Je te dis, il y a des gens qui arrivent de tous les domaines et c'est ça qui est le fun parce qu'on arrive avec un bagage différent. Moi, j'ai fait des études en études internationales, relations internationales, donc la diplomatie m'intéressait beaucoup. Donc,
j'avais un peu de cours politiques, tout ça, mais tu sais, ce serait faux de dire qu'il faut étudier en sciences politiques pour devenir politicien, là. C'est pas du tout ça. Tu peux être n'importe quoi avant ou même... Puis moi, j'ai fait mes études, puis je suis devenue députée très rapidement après. Donc, on pourrait dire que je suis une politicienne de carrière dans le sens où j'ai pas fait un autre métier nécessairement avant. Donc, il y en a des politiciens de carrière comme ça. Puis il y en a d'autres qui ont fait 10, 15, 20 ans dans un autre domaine puis qui arrivent en politique par la suite parce qu'ils ont vu des trucs qu'ils voulaient changer dans leur façon de travailler. Tu peux voir des ministres de la Santé, c'est pas rare qu'ils ont été médecins avant, par exemple, ou infirmières. Ils s'y connaissent, ils savent comment le réseau fonctionne puis ils veulent contribuer à l'améliorer. Fait qu'il n'y a pas d'études spécifiques pour devenir député ou maire ou préfet. Je pense que chaque bagage est intéressant puis peut amener quelque chose de différent pour la fonction. OK, donc c'est pas une question d'études, c'est plus une question de vouloir. Oui, de vouloir, de volonté, puis de dire, ben moi, je connais tel domaine, puis je pense que je peux contribuer à l'améliorer. Puis des fois, c'est ça qui est intéressant aussi en politique, on peut avoir suivi une voie toute notre vie, puis se ramasser avec un dossier qu'on connaît pas du tout. Tu sais, par exemple, moi, je me considérais comme une militante environnementale. Je me disais, bon, le dossier des changements climatiques, c'est ma tasse de thé, je vais pouvoir bien mener ça. Et on m'a donné, oui, ce dossier-là, mais aussi le dossier de la sécurité publique et de la protection civile. Mon Dieu, quand je suis entrée là, je savais pas trop ce que ça mangeait en hiver, les services correctionnels, les services de libération conditionnelle, les policiers, la GRC, tu sais, tout ça, c'est un énorme monde. Puis les gens avec qui je siégeais à cet endroit-là, souvent, c'est des anciens militaires, des anciens policiers, des gens qui ont travaillé là-dedans. Tu te dis, OK, j'ai des croûtes à manger, mais c'est ça qui est super plaisant ensuite parce que tu deviens expert de ce domaine-là, peu importe le bagage que tu avais avant. Fait que on ouvre nos horizons, puis... Ça te fait découvrir d'un nouveau monde. Exactement. Super. Et dans le fond, on a un peu parlé là, au travers les autres questions, là, mais dans le fond, ton parcours en tant que politicien, oui. C'est, t'as fini tes études, t'as travaillé comme recherchiste pour Harold, pas pour Harold, mon Dieu, pour Pascal. Je suis tout mêlée. À Rimouski. Désolée, on m'a dit Parti québécois, hein? Mais non, mais je travaillais avec tous les députés là, au Parti québécois. Comment ça fonctionne quand on est recherchiste? Okay. On est attribué, on a différents dossiers qui nous sont attribués. Okay. Puis après ça, ben si, par exemple, Pascal est porte-parole en matière d'immigration, puis c'est moi qui ai le dossier immigration, mais je travaille avec lui. Okay. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de députés à ce moment-là, puis qu'il y a énormément de dossiers. Je pense que j'ai travaillé avec 8 députés sur 10, là, fait que je n'étais pas seulement avec Pascal, mais avec plusieurs députés. Puis dans le fond, c'est ça. Dans le fond, le but d'un recherchiste, c'est d'aider les députés dans certains dossiers? Exactement. Comment ça fonctionnait à Québec? S'il y avait un discours à faire, par exemple, sur... à un moment donné, là, justement, je peux prendre un exemple concret. Là, on parlait de la création d'un commissaire aux aînés ou il y a le protecteur du citoyen qui existe. Et là, on se dit, mais il faudrait qu'il y ait un protecteur des aînés ou de l'aîné parce que tout ce qui se passait dans les CHSLD, tout ça. Alors là, comment documenter ça pour que mon député arrive puis soit capable de dire, ça prend ça pour telle raison. Dans tel pays, on fait ça puis ça fonctionne bien. Nous, on est vraiment là pour tout chercher cette info-là, le donner au député pour qu'il sache de quoi il parle. S'il y a une question à aller poser en chambre, c'est nous qui l'écrivait. Si on étudie un projet de loi, on l'accompagnait là-dedans puis on l'aidait à rédiger les amendements, puis rédiger ses arguments aussi s'il y avait à présenter des choses ou argumenter avec les autres députés. Donc, tu sais, député, c'est beaucoup, beaucoup de choses dans une journée. Fait que si on n'a pas de gens qui nous aident dans les différents dossiers, c'est difficile d'y arriver. Fait que je faisais ce travail-là. Puis à Ottawa, j'ai des gens aussi qui m'aident comme ça aujourd'hui. Par exemple, là, avec le dossier de la sécurité publique, on vient de passer à travers un immense projet de loi sur les armes à feu. C'est hyper complexe. Mon recherchiste m'a été d'une aide tellement précieuse. Lui, il a déjà été dans l'armée, donc il connaît ça, les armes à feu. Donc, il m'a vraiment, vraiment aidé. Fait que c'est ça, ça ressemble un peu à ça, la fonction. Ah, c'est le fun. C'était pas un métier que je
Ouais, pensais, je connaissais pas du tout. Ben, il doit y avoir plusieurs métiers de l'ombre Oui, qu'on clairement. voit pas, qu'on Ouais. connaît pas dans ce milieu-là. Ouais, on a des gens que eux, leur job, on appelle ça la whipperie. On a une whip dans un parti politique. La whip, c'est la personne qui s'occupe un peu des relations sociales entre les députés. Okay. C'est un conflit avec un autre député, tu peux aller la voir, ou si tu as besoin de t'absenter à un moment donné pendant le calendrier parlementaire, c'est elle qui va gérer, bon, j'ai besoin de tant de députés en chambre aujourd'hui, j'ai tant de députés qui sont en comité parlementaire, elle va gérer ce genre de trucs-là. Et évidemment, c'est un bureau, donc elle a des gens qui l'assistent, qui travaillent à la WIPRI. Et il y en a qui s'occupent que des comités parlementaires. Donc, eux, ils vont faire le tour, mettons, à 3h30 le jeudi. Tu le sais que tu as le comité de la défense qui siège, le comité de finances, le comité de la sécurité publique, le comité des langues françaises. Là, tu veux t'assurer que tous tes députés sont arrivés à l'heure, qu'ils sont accompagnés avec leurs adjoints, qu'ils sont dans la bonne salle, qu'il n'y en a pas un qui a du retard, quelque chose. Donc, eux, il y a une personne, elle s'occupe que de ça, elle fait le tour, elle sait quel sujet va être discuté dans quel comité. Donc, il y a plein de fonctions comme ça qu'on connaît pas trop, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font ou si ça existe tout simplement, ce genre de fonctions-là. Mais oui, c'est souvent de grandes équipes derrière une équipe de députés. Puis c'est toutes des fonctions le fun, moi, je trouve. Là. Ça prouve justement qu'en politique, t'as pas besoin d'être maire, premier ministre ou genre député, justement, pour travailler en politique. Puis même si t'es plus dans l'ombre, tu peux faire une différence oui, assez importante. Si t'amènes un projet de recherche à un député, puis finalement, c'est ça qui est comme voté, là, et personne ne sait vraiment que c'est toi, mais c'est très au final, tu es ouais, c'est ça. Tu es le point... Le point d'ancrage, l'élément déclencheur de tout ça. Non, c'est ça qui est le fun. La première fois en tant que recherchiste que j'ai écrit une question pour un député puis qu'il l'a livré en chambre, là, que c'est mes mots, c'est vraiment spécial comme feeling. Fait que non, il y a quelque chose de beau dans les deux fonctions, puis on s'entraide vraiment. Je regarde mon adjointe parlementaire en ce moment qui a travaillé énormément avec moi sur le projet de loi des armes à feu. Elle peut autant s'attribuer les gains qu'on est allé chercher puis les changements qu'on a fait que moi, là, parce qu'elle a tellement travaillé là-dessus. Fait que c'est gratifiant aussi. Là, pas besoin d'être à l'avant-plan pour recevoir toute la gratitude. C'est sûr. Ça m'amène justement à me dire, là, on voit beaucoup de fierté aussi dans des choses qu'on a accomplies niveau carrière. Mais toi, comme député, c'est quoi ta plus grande réussite? Excusez-moi, c'est une bonne question. Ma plus grande réussite... Ou comme recherchiste aussi. Ça peut pas nécessairement comme député, dans ta carrière. Je sais pas si c'est une grande réussite, mais le fait d'avoir peut-être brisé un petit peu des plafonds de verre à travers mon parcours, je pense que on peut dire que c'est une belle réussite. Le fait que je suis la première femme à représenter notre région. Je suis la plus jeune aussi de l'histoire. Quand j'ai été élue en 2019, j'étais la plus jeune de toute la cohorte des 78 députés au Québec. La deuxième plus jeune de toute la Chambre des communes, donc 338. Au Canada, là. C'est au Canada. Fait que tu te dis, bon, c'est quand même cool. Tu sais, comme... c'est pas nécessairement que j'ai travaillé fort pour arriver à ça. Oui, j'ai travaillé fort, mais... Tu te dis, on est encore dans des premières. C'est plate que rendu dans ces années-ci, t'es encore la première femme ou la plus jeune à avoir fait ça. Fait qu'en tout cas, j'espère que ça inspire d'autres, puis qu'après ça, une personne qui va être élue à 24 ans, ce sera pas « Oh mon Dieu, c'est donc bien inusité », que ça va être plus normal d'avoir plus de jeunes, plus de femmes, tout ça. Puis aussi, en 2019, j'avais eu... je pense que ce serait ça mes plus grandes fiertés, mes plus grandes réussites. J'avais eu le meilleur... comment on appelle ça? Par exemple, à la dernière élection dans la circonscription, pour la personne qui avait représenté le Bloc québécois, elle avait fait tant de pourcentage. Mettons, c'est pas elle qui avait été élue. Elle avait eu, mettons, 15% des votes. Okay. Puis moi, j'avais eu, en 2019, quand j'ai été élue, tant de pourcents des votes. Puis entre les deux, c'était comme la plus grande hausse de pourcentage entre deux élections au Canada. Fait qu'en tout cas, c'est des petites statistiques. On aime bien ça, les politiciens, les statistiques, là, mais c'était une bonne fierté, mettons, de voir qu'il y avait eu une belle progression puis que surtout les gens étaient revenus au bercail. Là, dans notre région, c'était assez populaire, le Bloc québécois, normalement. Puis sauf pour cette élection-là. Fait que là, de dire, là, on a ramené les gens, c'était super le fun. Oui, c'est ça, parce que souvent, on va, voter pour un parti, mais souvent aussi, on va voter pour la personne. Donc moi, c'est ça que je trouve important aussi, de dire, crime, ça, c'est une fille par chez nous, elle vient d'ici, elle sait comment ça marche, elle a grandi ici, puis elle va venir nous parler.
Puis c'est pas... tu sais, je me souviens, moi, comment la dernière élection, j'étais insultée. J'étais comme, hey, c'est même pas une fille de la ville. Ouais. Puis c'est elle qui va nous représenter, tu sais. Ouais. Non, Mais c'est ça, je trouve ça quand même important aussi. Puis, mettons, petite anecdote, là, par-ci, par-là. Tu sais, moi, je trouve ça important aussi qu'on va de voir, tu sais, des députés, puis pas juste en campagne d'élection, parce que oui, en campagne, c'est le fun de te faire voir, mais dans tout le mandat aussi, tu sais, je me souviens très bien quand que moi, ma cousine est décédée d'un accident de voiture assez tragique, puis de voir notre député au salon funéraire serrer la main au père, tu sais. C'était fou, puis c'était mes sympathies Patrick, là. C'était pas mes sympathies monsieur, là. Fait que ça, pour nous, tu sais, ça vient nous chercher. Ça puis fait on une dit différence. que c'est ça, notre député, ben il est vraiment là pour nous. Puis il va nous écouter, puis il va nous comprendre. Puis je pense que c'est comme ça que tu peux gagner le cœur aussi de ta circonscription. Ben oui, vraiment. Pas juste en élection. Puis je pense aussi que dans la vallée, c'est sûr que moi, j'habite pas ici, mais dans la vallée, ma tante, même Métis, puis Avignon, ben tu vas quand même être là aussi beaucoup, puis aller à la rencontre des gens, fait que... Oui, c'est important. Tu l'as dit, pas juste en campagne électorale, puis c'est un peu une phobie au départ de dire je veux pas entendre ce commentaire-là, tu sais, on la voit juste en campagne électorale, parce qu'on essaye tellement d'être présent. On est déjà la moitié de l'année à Ottawa. Ouais. On a j'arrive d'un congrès à Drummondville en fin de semaine. Il y avait l'Omnium ici, il y avait des événements. Ouais. J'aurais aimé ça être dans le comté. Je pouvais pas, j'étais là-bas. Il y a souvent des événements politiques en plus de la session parlementaire ailleurs. On est une région considérée éloignée, fait que souvent c'est dans le coin de Montréal, ces affaires-là. Puis c'est des trucs que le public ne sait pas qu'on fait, mais qu'il y a non, ça en c'est ce moment. Tu sais. Fait qu'on essaye le plus possible d'être ici. Après ça, il faut avoir un équilibre de vie, mais on sent que c'est vraiment apprécié, tu sais. Peu importe l'événement que je fais, qu'il y ait 400 personnes ou qu'il y ait 12 personnes, les gens sont tout le temps contents. Puis je pense que ce sentiment-là est encore plus présent en région parce que une circonscription à Montréal, même si la personne vient de Montréal, elle connaît pas tout le monde. Tandis qu'ici, tu es toujours capable de faire un lien. Tu sais, ma cousine a déjà travaillé avec. Mon père habitait à côté de sa mère quand il était jeune. Ma grand-mère, il a enseigné les maths. C'est ça, tu sais, il y a tout le temps un petit lien qu'on peut faire. Fait qu'on sent que la proximité est là. Fait que, tu sais, moi, je suis pas gênée d'aller à l'épicerie après avoir été en ski de fond avec mes bottes ou avec mes spikes de soccer. Puis les gens sont habitués de me voir comme ça parce qu'ils m'ont toujours vu comme ça aussi. Fait que ça, c'est le fun. Puis t'es pas juste une politicienne, là. T'es un être humain aussi. Là. Oui, t'as des loisirs, t'as... C'est pas juste la politique. Tu fais l'épicerie comme tout le monde. Là. Oui, c'est ça, exact. Puis des fois, dans des événements sportifs, les gens sont là, je sais pas si elle est là en tant que députée ou en tant qu'elle, là. Des fois, ou comme quand on te croise dans des événements, comme dans des spectacles à Tom Monticus, t'as le droit juste aussi d'aller voir un spectacle. Mais je dois pas me tromper en disant que ça doit être important pour toi, justement, d'aller voir la population puis de parler aussi à la population. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on dit que notre job, notre travail principal, c'est de représenter la population. Exact. Fait que, tu sais, ça veut dire quoi? Ça peut dire plein de choses, représenter la population, mais c'est surtout si, par exemple, on débat un projet de loi sur les langues officielles à Ottawa, ben ça me tente d'avoir parlé à quelques personnes de chez nous pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ce projet de loi-là, qu'est-ce qu'ils pensent qui devrait arriver, quel changement on devrait faire. C'est ça, dans le fond, représenter les gens de chez nous. Ça se peut que sur un projet de loi X, les gens de Matane n'aient pas vraiment la même opinion que les gens de Montréal. Ça se peut très bien, tu sais, on a des réalités différentes. Puis bon, tu peux pas représenter l'opinion de tout le monde, évidemment, là, juste dans la salle, on a probablement des opinions différentes sur un seul sujet. Fait que c'est sûr que tu peux pas avoir tes 55 000 électeurs on board sur le... Pardonnez-moi l'expression, mais sur le même sujet. Mais ça fait partie de ça, t'assurer d'aller parler aux gens, savoir qu'est-ce qu'ils pensent de telle chose, puis après ça, bien faire ton travail en ayant ça en tête, là, en ramenant cette information-là à Ottawa, surtout. Oui, puis tu sais, c'est ça aussi, mais si, mettons, on a un député, justement, qui, lui, était médecin et infirmière, ben oui, c'est important quand même s'il a vécu la réalité, d'aller parler encore de cette réalité-là aux gens qui font encore peut-être ce métier-là pour parler de santé, parce que ta réalité, mettons, v'là 10 ans, quand tu étais dans les hôpitaux, est peut-être différente. Aujourd'hui, ils ont peut-être plus de TSO que toi, tu avais dans le temps. Donc, ça, peut-être, ça peut être un petit point faible de certains députés, mais peut-être que, justement, vu que tu as moins d'expérience, ben on va plus être
porté à aller vers les gens pour aller voir leur réalité. Puis c'est important de toujours se tenir d'actualité aussi, là, dans ce que les gens y pensent, parce que ce que toi, tu pensais en ta réalité, c'était pas ce que le petit nouveau qui vient de sortir de l'école pense encore. Là. Puis tout évolue tellement vite dans tous les milieux, tu peux pas te tenir à jour sur tout, mais justement, le fait d'aller discuter avec les gens qui disaient hey, « Je sais pas si tu le sais, mais maintenant, au secondaire, à l'école, c'est comme ça se fait. » Puis parce que chacun ses enjeux, chacun ses gens, mon Dieu! Lâche pas. Je vais y arriver. Enjeu. Chacun a ses... Je l'aurais pas. Chacun a ses problèmes de vie. C'est bon, ça. Hein? Je l'ai bien rattrapé. Chacun a ses problèmes de vie au final, puis c'est pas nécessairement les tiens. Ben donc, non. de faire le pouls, ça te permet justement de voir c'est quoi les enjeux. Merci. de ta population. Oui, exact. Puis la population en général, mais aussi d'avoir une belle communication avec les maires. Tu sais, j'ai quand même 56 municipalités dans ma circonscription. Fait que 56 maires. C'est sûr que si le maire de Saint-Joseph-de-Lepage me dit qu'est-ce qui se passe dans sa municipalité de ce temps-là, sur quel projet il travaille, tout ça, c'est plus facile pour moi d'être au courant que d'aller sonder la population générale. Ouais. Fait que d'avoir une belle communication avec les autres paliers de gouvernance, avec le député provincial aussi, on travaille super bien ensemble. Fait que, puis des fois, les gens vont nous contacter avec un dossier. Hier, par exemple, c'est arrivé une madame qui nous contacte sur tel dossier. Là, bon, c'est peut-être plus dans la cour de Pascal, ça relève de la santé, tout ça. Fait que, on redirige la personne en parlant aux adjoints de Pascal, en sachant que, pour être sûr que son dossier tombe pas dans les cracks, puis qu'elle ait vraiment une réponse à sa question. Puis même chose de l'autre côté, il y a souvent des gens qui vont interpeller Pascal sur l'assurance-emploi, par exemple. Il leur dit, ben c'est fédéral, tiens, je t'envoie au bureau de notre député fédéral, puis on la prend en charge, puis on essaye d'aider les gens. Mais ça aussi, ça fait tellement partie du travail de député, puis on le voit pas, là, d'aider les gens au cas par cas, au quotidien. Je dirais que c'est ça notre plus grande fierté au final, là, d'aider, améliorer la vie des citoyens on est comme un guichet unique du fédéral, mais aussi un endroit de dernier recours, là. Les gens vont nous contacter quand ils savent plus quoi faire, ils savent plus qui appeler, ils ont essayé partout, puis ça fait 5 mois qu'ils attendent un chèque, qu'ils seront plus capables d'aller payer l'épicerie ou de payer leur loyer, tout ça. Puis là, on réussit à régler leur dossier, puis ils réussissent à avoir leur sous, par exemple. Tu sais, c'est des dossiers comme ça que, dans le fond, on se dit, ben, si on n'avait pas aidé cette personne-là, elle serait peut-être dans la misère, tu sais. Ah, clairement. Fait que, ouais, ça, c'est comme une belle partie du travail aussi, qui n'est pas nécessairement public, tu sais, on n'en entend pas vraiment parler. Autant notre métier est médiatisé, autant on n'entend pas nécessairement parler de ces choses-là qu'on fait à chaque jour. Ben justement, parlant d'un métier qui est très médiatisé, et surtout dans l'ère actuelle, j'imagine que comme toute personnalité publique, t'as des commentaires de marre sur tes réseaux sociaux. Fait que ma question était justement, c'est comment que tu réussis à comme bien... Comment tu le gères, en fait? Puis de quand même bien représenter la bonne volonté des gens aussi, là. C'est une bonne question. Tout le monde le gère différemment, je pense, puis il faut trouver notre façon à nous de le faire, là, qui fonctionne bien avec nous. Je pense que j'ai eu ma première grosse expérience quand je travaillais comme recherchiste, justement, au Parti québécois. Puis là, tu commences à être plus actif sur Twitter. Puis là, nanana. Fait que là, tu rentres dans cette Twitter bulle-là. est tellement un beau monde. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais eu un commentaire tellement méchant, puis j'en revenais pas. C'était comme un premier de ma vie, mais le premier de nombreux. Je savais pas ce qui allait m'attendre, là. Fait que on dirait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, je peux pas perdre une journée de temps à m'en vouloir ou être dans tous mes états à cause d'un mauvais commentaire, là. Fait que c'est à partir de ce moment-là, je me suis comme fait une carapace, puis j'ai dit, là, faut plus que ça m'atteigne, là, parce que sinon, j'y arriverai pas. Puis j'étais juste recherchiste dans ce temps-là quand même. Fait que quand je suis devenue députée, ça a pris tout son sens de s'être fait une carapace. Donc aujourd'hui, j'essaie de tout simplement pas les lire. Dès que je vois qu'il y a quelque chose. Puis je pense que, surtout sur Facebook, là, il y a un filtre naturel qui se fait. Je vais voir que quelqu'un, j'ai une notification parce qu'il y a un nouveau commentaire, puis quand je clique dessus, je le vois comme
pas là, le commentaire, ça dit, au lieu de dire tous les commentaires, c'est comme les plus pertinent. importants, les plus pertinents, là, c'est ça. Ouais, ben, Fait que je suis comme pas fâchée de ça, qu'il y ait un filtre naturel. J'ai 2 employés qui m'aident à gérer ma page Facebook aussi. Dès qu'ils envoient un vraiment inapproprié, ils vont le masquer avant que je le voie. Il y en a qui suppriment tout, qui bloquent les gens dès qu'il y a quelque chose. Je suis pas là non plus parce que je veux pas arriver à c'est difficile à expliquer, là, mais en venir à vivre dans une espèce de chambre d'écho où il y a juste des beaux et des bons commentaires sur mes publications. Tu sais, je veux voir aussi des commentaires négatifs. Parce que des fois, ça correct. peut être constructif aussi. Oui, des fois, ça Ou peut tu peux être trouver constructif. du constructif Exactement. même dans quelque chose de très négatif. Exactement. Je pense que là où ça n'a pas sa place, c'est quand c'est une attaque personnelle ou quand ça n'a pas du tout rapport. T'es comme, ben pourquoi? Ça sert à quoi d'avoir commenté ça? Puis on dirait que ça m'atteint moins. Mais justement, quand c'est quelque chose de négatif qui dit, ben t'aurais peut-être pu faire ça ou nanana, ou on sent que t'es pas assez dans telle région ou je sais pas quoi, ben là, ça me fait réfléchir puis je me dis, c'est pas le fun à lire sur le coup, mais au moins, si c'est constructif, tant mieux. Mais c'est ça. Ça fait vraiment partie de la vie publique, si on veut, là, de recevoir des critiques en tout temps, qu'elles soient positives ou négatives. C'est sûr que notre travail va être toujours critiqué. Ça fait partie de la game. Il faut s'y attendre. Mais les commentaires plus déplacés, négatifs, misogynes, nommez-les, qui n'ont pas leur place, là, c'est... Ou, tu sais, souvent, j'en ai parlé, je suis porte-parole en matière de sécurité publique, fait que le commentaire que je suis une petite fille qui sait pas de quoi elle parle, là, ça revient souvent, là, tu sais, parce que je suis une jeune femme, je sais pas c'est quoi un arme à feu, là, tu sais. fait que ça, c'est un peu tannant, la langue, quand ça revient, mais tu te rends compte souvent que c'est un peu les mêmes gangs, les mêmes personnes, même genre de là, qui a une personnes, photo de chat comme photo de profil, là, avec 2 followers, là, tu te dis, bon, je briserai pas ma journée à cause que lui, il me trouve ci ou ça, là. Fait que, mais c'est ça. Trouves-tu ça triste de devoir te forger une carapace sur les réseaux sociaux, qu'on en est rendu là? Ouais, c'est une bonne question. C'est plate qu'on en soit rendu là, mais en même temps, je pense que c'était inévitable avec justement la façon dont les réseaux sociaux sont faits. Tout le monde partage ce qu'il fait, puis peut avoir un mot à dire sur tout ce que les autres font. Fait que c'est sûr qu'il y a du négatif qui en ressort, mais je pense qu'il faut avoir une certaine conscience puis se relire avant de publier un commentaire puis se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tu sais, des fois, c'est juste ça la question. Là. Est-ce que ça va apporter quelque chose, mon commentaire? Tu sais, si tu te poses toutes ces questions-là puis la réponse est toujours non, là, peut-être mieux de rien publier. Fait que... puis des gens qui se posent la question, est-ce que je serais game d'aller le dire en pleine face à la personne? Généralement, souvent, la réponse est non. Fait que, tu sais, c'est ça. Je trouve ça dommage, mais en même temps, je pense que c'était inévitable qu'on en arrive là. Est-ce qu'on serait capable de nous améliorer collectivement sur les réseaux sociaux? Je pense que oui, mais il y a une éducation à faire, là. Ben oui, clairement. Ouais. Tu sais, il y a quand même des gens aussi qui vont des fois avoir le gosse de te le dire en face, là. Ouais. Donc, des fois, ça peut être bien, justement, de se forger une carapace via les réseaux sociaux, contrairement à que tu te le fais dire en pleine face, puis là, il voit ta réaction, là. Ouais. C'est ça. Ça doit être plus complexe quand c'est en pleine face. Ouais, c'est ça. Puis moi, je sais pas, souvent on dit ça, là, tout me paraît d'en face. Fait que si quelqu'un vient me faire un commentaire douteux, ça se peut que je réagisse plus. Souvent, sur les réseaux sociaux, je vais pas embarquer, là, je vais pas commencer à répondre. Puis, ou souvent, ça va se faire naturellement. Il y a une personne qui va me défendre à ma place, puis là, je les laisse jaser. Je vais rien commenter. Je vais pas embarquer là-dedans, parce que je veux pas mettre la lumière non plus sur la personne ou sur le commentaire qu'elle a fait. Mais en personne, là, c'est sûr, je me laisse pas faire. Là. Si quelqu'un vient me dire telle affaire, ben, tu sais, tu te réajustes au ton de la personne, puis là, il réalise qu'est-ce qu'il vient de faire. Fait que souvent, juste ça aide à désamorcer. Pour rester dans les médias sociaux, puis même les médias traditionnels, mais plus positifs, est-ce que tu es du genre à suivre, puis à lire, puis à écouter ce que les journalistes, ce que la presse écrit ou dit à propos de toi? Est-ce que tu suis ça? Oui, bien, on n'a pas le choix de toujours être au fait de l'actualité. Là. Ouais. À chaque matin, on a des revues de presse. À chaque heure, ça rentre dans notre téléphone. Qu'est-ce qui vient de se dire à la télé, à la radio, tout ça. Qu'est-ce qui vient d'être publié dans les journaux. Tu n'as pas le choix d'être au courant parce qu'il peut arriver une entrevue où tu ne veux jamais avoir l'air de ne pas savoir de quoi tu parles. Là.
Puis c'est pas nécessairement pour voir si j'ai bien fait ça, si je suis belle sa photo. C'est plus de savoir est-ce que ce que j'ai dit, ça a été rapporté correctement? Comment est-ce que ça sort? Des fois, tu travailles un dossier énormément, puis là, tu mets un journaliste sur la piste, tu te dis, bon, j'espère que ça va bien sortir. Le travail que j'ai fait là-dedans, là, tu te rends compte que tu es nommé à la fin de l'article pour un commentaire qui est quasiment inutile, que personne ne se rend là, tu sais. Puis c'est toi qui a appelé, qui a donné ce sujet-là à leur journaliste et qui a tout fait le travail. Fait que c'est comme, t'essaies toujours de vérifier ce qui se passe. Puis surtout aussi, c'est le rôle de l'attaché de presse. Mon attaché de presse, je veux qu'il s'assure que ça sort bien, puis que, tu sais, si c'est un extrait à la télé, je veux voir quel extrait il a choisi, parce que souvent, on va donner une entrevue de 10-12 minutes, puis c'est 4 secondes qui passent à la télé. Fait que là, si c'est la seule phrase que tu t'es mis les pieds dans les plats qu'ils prennent, tu sais, là, t'as peut-être un travail après à aller faire auprès du journaliste, puis ça, c'est souvent l'attaché de presse qui va le faire, de dire, tu sais, c'est pas comme ça que tu m'avais présenté l'angle de ton entrevue, là, tu sais, si tu voulais vraiment ça, ben on va s'arranger la prochaine fois pour que ce soit ça, tu sais, fait que il y a comme un travail à faire pré-entrevue, puis post aussi. Ah ouais, des fois, vous allez de front devant les journalistes? Ben, tu sais, ça dépend, puis il y a toujours une façon de le faire, mais tu sais, par exemple, exemple concret, je donnais une entrevue hier, ça devait être en direct à la radio, finalement, c'était pré-enregistré. Donc, pré-enregistré, souvent, tu peux faire une erreur, c'est pas grave, il dit recommence ta phrase, puis il va la couper, puis tout ça, fait que c'est ça qui est le fun par rapport au direct, mettons. Fait que si tu le sais que tu vas manquer de temps, mettons, je sais pas comment t'arranges tes affaires, je suis pas journaliste, mais là, c'était pré-enregistré, puis j'étais en pleine phrase d'explication, puis merci beaucoup à la Michaud, puis il ferme l'extrait, là, j'étais là. Ben là, c'est pas comme si on avait plus de temps puis que l'annonce rentrait en direct. Là. Je veux dire, il aurait pu au moins me laisser finir ma phrase puis me couper un peu sec, mais en pleine phrase. Fait que là, tu sais, j'ai dit à mon attaché de presse, me semble que c'est un petit manque de respect. Là, si tu veux faire le suivi avec lui, tu sais, fait que là, il a dit, tu sais, prochaine fois, non. Fait que il y a toujours une façon politically correct de dire les choses, mais c'est parce que c'est ça, des petites choses comme ça. Des fois, il y a une faute d'orthographe dans le titre. On a une belle relation avec les journalistes ici aussi. On va dire « Hey, excuse-moi, peux-tu corriger telle affaire? » ou justement, mon propos a mal été cité. On va faire ces suivis-là, mais tu sais, ça se fait toujours dans le respect, évidemment. Puis tu sais, les journalistes, c'est pas des monstres aussi. Là, c'est un très beau métier, puis c'est des êtres humains. Puis... Exact. Hier, je faisais une entrevue aussi avec CHAU TVA à Carleton, puis là, c'était une nouvelle, c'était sa première journée, sa première entrevue. Fait que là, tu sais, on m'avait dit, là, sois gentil, dans le sens où, tu sais, sa première, elle va être stressée, non. Fait que, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, je lui souhaite la bienvenue dans notre région, puis tout ça. Puis là, on fait l'entrevue. Puis, tu sais, ça fait partie de ça, nos relations médias aussi, là. Fait que voilà. Intéressant. Oui. Moi, je me demandais aussi, là, on parlait aussi de ton parcours recherchiste, maintenant député. Peut-être futur chef du bloc. Seigneur, c'est une grosse job, chef. Je sais pas si je vais faire ça. Mais pour l'instant, une chose est sûre, je suis extrêmement fière du chef qu'on a en ce moment. C'était notre congrès en fin de semaine et c'était le fameux moment du vote de confiance. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce processus démocratique. Souvent, dans une formation politique, bon, on a des congrès nationaux, on a des conseils généraux, bref, pour rétablir les règles et statuts du parti, pour refaire les programmes du parti aussi. Fait qu'au Bloc québécois, on est vraiment ouvert pour donner la voix puis la parole aux militants. Fait que si tu as ta carte de membre du Bloc, tu peux venir à notre congrès, tu peux faire une proposition qui va se retrouver éventuellement dans notre programme, dans notre plateforme électorale. Si c'est voté, ça peut être amendé, tout ça. Fait que c'est vraiment un bel exercice démocratique. Et à ces congrès-là, il y a toujours un vote de confiance envers le chef pour voir si le parti va bien, si tout le monde est encore fier de son chef. Dans le fond, vous avez votre mot à dire. Oui, exactement. Fait que si tu as un vote vraiment poche, ben ça se peut que tu sois obligé de démissionner parce que tu n'as plus la confiance de tes membres, tout simplement. Fait que je sais pas si vous avez vu dans les journaux récemment, ben en fin de semaine, Yves-François Blanchet a eu 97,25% des votes. Là, c'est immense. Là. C'est vraiment... Fait que les 3 personnes qui ont voté non, on les nommera pas. Mais c'est vraiment ça. Là, tu vas dans... On a chacun nos noms comme les vraies élections. Puis là, on va dans le petit isoloir, puis on coche faites-vous confiance à Yves-François Blanchet? Oui, non. Fait que on coche ça. François Legault récemment a eu un score
vraiment énorme aussi dans les 98%. Même chose pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Fait que c'est intéressant. Si on se ramène en 2018, je pense, la chef du Bloc à ce moment-là, c'était Martine Ouellette. Et elle avait eu, au moment de son vote de confiance, 32%, je pense. Donc, elle avait démissionné à la suite de ça. Là, souvent, c'est une règle non écrite. Là, quand tu vois que les gens ne te font pas confiance, tu pars par toi-même. Là. Fait que ça doit quand même être triste pour cette personne-là de recevoir. Parce qu'au final, vous aimez votre métier. Là, fait d'être obligé de démissionner. Tu dois te remettre en question en maudit. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi? Parce que souvent, ça n'arrive pas du jour au lendemain que tu as un mauvais vote ou un bon vote. Soit tu as bien travaillé, tu as fait les efforts, tu as des bonnes relations avec tes députés puis avec tes membres. Tu sens pas qu'ils sont muselés non plus. Bon, fait que si tu arrives à avoir un vote en bas de 50%, tu te dis, bon, peut-être que j'ai fait une couple d'affaires... l'introspection est de mise, là, d'affaires pas correctes. Fait qu'en tout cas, non, je vois aller mon chef de très près, puis je trouve que c'est un travail incroyable. Je sais même pas si ça m'intéresse, honnêtement. Faut vraiment être dédié. Puis même en tant que député, il faut vraiment se donner corps et âme en tout temps. La vie personnelle, on la met de côté parce que c'est un travail vraiment exigeant. Fait que chef, c'est encore plus que ça. Fait que, je sais pas, peut-être un jour, je suis pas fermée à la chose, mais... C'est quoi la différence entre député et chef de parti? Ben, c'est lui qui... Tu sais, moi, je vous dis, je suis porte-parole en matière de sécurité publique, des changements climatiques, jeunesse. Fait que au moins sur ces 3 dossiers-là, là, je suis pas mal l'experte de mon parti. Si les gens ont des questions, c'est moi qui vont venir voir. Moi, si j'ai des questions sur l'immigration, je vais aller voir mon collègue qui est porte-parole en immigration parce que je connais pas tout de A à Z sur l'immigration. Même chose pour les langues officielles, même chose pour tous les dossiers, ressources naturelles. Tandis que le chef, lui, il faut qu'il sache tout sur tout. Ouais. Fait que lui, il n'a pas le choix là, d'être au courant de toutes les nouvelles, être prêt à commenter tout le temps. Mettons qu'il va faire un point de presse sur, je sais pas, l'immigration, par exemple, mais que la nouvelle du jour, c'est, je sais pas quoi, là, la nouvelle aide financière pour la guerre en Ukraine, puis un meurtre qui s'est passé à quelque part. Puis là, dans le fond, il vient dire des choses aux journalistes en espérant que les journalistes retiennent ça, tu sais, la proposition du Bloc sur l'immigration. Mais dans le fond, il va se faire questionner que sur le scandale du jour ou tantôt, Justin Trudeau a dit telle affaire en chambre, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, dans les nouvelles, il y aura juste ça. Fait que là, si t'es pas au courant de ce qui s'est passé, fait que juste ce travail-là, c'est énorme. Après ça, t'es un chef de parti aussi. Fait que oui, t'as ce travail-là à la Chambre des communes, mais aussi dans le parti. Fait que lui est toujours un peu en campagne électorale dans le sens où il faut qu'il s'assure que le financement va bien dans toutes les circonscriptions au Québec, qu'il y a des exécutifs, des comités qui sont prêts à travailler, que quand les élections s'en viennent, il y a déjà spoté des potentiels candidats. Tu sais, c'est tout ce travail-là politique, partisan aussi. Mon Dieu, c'est difficile à expliquer le rôle qu'il a, mais c'est ça, juste d'être porte-parole de tout. Tandis que nous, on va être sur des dossiers plus précis. Déjà là, c'est une très bonne charge de travail. Puis c'est toujours lui qui va être on the spot, comme on dit. Qui va aller au front. Qui va aller au front, puis qui va être prêt à prendre des balles pour un de ses députés aussi. Là. Par exemple, quand on a un député qui fait une frasque dans son comté, par exemple, quand il y avait les mesures sanitaires, quelqu'un qui se fait prendre à faire le party tandis que tout le monde était à la maison, c'est lui qu'il va falloir qu'il aille le défendre. Là. Il peut pas dire, méchant, tu sais. Il peut pas faire ça. Il passera un peu pour un fou, là, s'il fait ça. C'est ça, fait qu'il faut qu'il aille... prendre le coup, puis quand le Bloc fait quelque chose de mauvais, mais qu'on sait que ça vient d'un député en particulier ou n'importe qui, c'est le chef, il faut qu'il prenne ça sur lui. Puis en tout cas, ça fait partie de la fonction aussi, mais non, c'est ça, c'est assez exigeant, là, comme... puis t'assurer d'avoir la confiance des gens, puis d'avoir un leadership là, naturel. Tu peux pas... c'est pas tout le monde qui a ça non plus, là. Et on l'a vu dans les années passées, c'est pas tout le monde qui réussit à rassembler des troupes puis à faire élire... des députés comme ça. En campagne électorale, oui, on disait souvent les gens, peut-être plus ici, vont voter pour la personne aussi, mais souvent, on va voter pour le chef parce que si on n'a pas suivi les campagnes électorales, on arrive pour voter puis qu'on connaît aucun nom, on va dire, bon, le rouge, je sais que c'est Trudeau, bleu, je sais que c'est conservateur. Bon, là, tu sais que les chefs sont qui au moins. Fait que si t'aimes pas le chef, ça se peut que t'aimes pas tout le parti dans le fond parce que c'est l'image du parti.
Ouais. Vraiment. Puis justement, on parlait de ça, tu sais, tu représentes le parti en tant que tel, puis ça, c'est partout. Puis comme on disait, c'est comme tout le temps en campagne aussi en tant que chef. Si on pense plus au provincial, qu'est-ce qui s'est passé ici à Amqui avec le camion, ben les 4 chefs sont venus. Puis même si, par exemple, un député de Montréal, mettons, dans Québec solidaire serait venu, il n'y aurait pas eu le même impact que Gabriel. C'est vrai. Donc, il représente le parti, puis il y a quand même une grosse image à représenter aussi, là. Ouais. Ça doit être assez de pression à être chef d'un parti. Ça doit être très stressant. Clairement. Je t'écoute parler, puis comme moi, je ferais jamais ça de ma vie, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Si, tu sais, par exemple, parce qu'on parle toujours au nom du Bloc québécois, là, Ouais. si moi je dis, justement, ben on pense que les armes de poing devraient être interdites. C'est pas Christina Michaud qui parle de ça, c'est le Bloc. C'est la position du Bloc Ouais, quand c'est même. Fait que là, si un autre député du Bloc n'est pas en accord avec ça, puis là, fait une déclaration dans les médias, puis là, on a l'air de se contredire nous-mêmes. Là, c'est le chef, il va falloir qu'il aille rétablir les faits, tu sais. Fait que c'est bien touché. Fait que un gros travail quand même des chefs. Mais moi, j'ai de l'admiration pour ça. Puis parlant d'exigence, j'aimerais parler un peu des campagnes. Parce que quand la politique arrive en campagne, là, vous êtes partout, on vous voit sur tout, ça doit être énormément demandant, des temps de campagne. Ouais, c'est quand même fou. C'est des beaux souvenirs, là. Je pense à mes 2 campagnes déjà que j'ai fait. Puis c'est un marathon, là, vraiment. Là, ce qu'on fait, on se fait un gros calendrier. Là, on achète, tu sais, les gros papiers au Dollarama, les gros cartons. Puis là, avec chaque jour, puis on fait des X à chaque jour. Mais tu sais, l'agenda, là, il faudrait que je vous montre une journée de campagne électorale. Là, c'est à la minute près. Là. Mes employés, il faut quasiment qu'ils mettent un 5 minutes pour aller à la salle de bain à des endroits parce que c'est au quart de tour comment c'est rodé. Tout est chronométré. Puis surtout en région, ben il y a beaucoup d'heures de route à faire aussi entre 2 activités. À un moment donné, on n'a pas le choix. Fait que c'est de bien c'est beaucoup d'organisation. Puis comment je dirais ça? On faut faire de l'éclaireur un peu au départ, dans le sens où on regarde le calendrier, mettons en septembre, là, il va y avoir eu beaucoup de choses dans la région en juillet, où c'est l'été, tout ça. Là, en septembre, les gens retournent à l'école, le monde recommence à travailler. Il n'y a plus tellement d'affaires. Fait que là, on est à la recherche de tous les événements possibles. Là. Fait que là, s'il y en a un le matin, on va y aller là. L'après-midi, il y aurait ça. Là, il n'y a rien pendant 2 jours. Fait que là, on essaye on va faire un point de presse sur tel sujet, à tel endroit. On va aller rencontrer telle entreprise. Là, on essaye de créer quelque chose. Puis quand, tu sais, le but, c'est de se faire voir en campagne. Fait que t'essayes d'aller là où le monde est. Fait que c'est ça. C'est un gros défi, puis de la grosse planification, organisation, mais c'est le fun. Puis après, ben tu veux pas arriver au jour J, le jour du vote, puis que tu perds par 50 votes en te disant, ben les 2-3 journées que j'ai rien fait, que j'aurais pu aller à tel événement, que j'ai décidé de me reposer, si j'étais allée, peut-être que je les aurais eu les 50 votes. Tu sais, tu veux pas arriver à la fin de ta campagne électorale puis te dire ça. Fait que tu mets tout l'effort possible en tout temps. Puis après ça, advienne que pourra, mais t'auras tout fait ce qui était possible. Mais ouais, c'est vraiment la compétition de se faire voir. Puis là, t'arrives dans un événement, puis là, tu vois l'autre candidat de l'autre parti qui est là aussi. Puis là, c'est bien drôle. Ben, c'est quand même très important, là. Je me souviens, le dernier vote qu'on a fait, ben, j'avais déjà mon idée en tête, mais de me dire, OK, ben lui, dans sa campagne, je l'ai quand même vu 3 fois. Ben, c'est une bonne idée, finalement. Des fois, ça peut changer la donne. Que je vote, tu sais, pour cette personne-là, ou, crème, je l'ai pas vu pantoute. Je vais peut-être repenser à mon idée. J'écoutais tous les points de presse. Il y avait des débats aussi, des fois. Puis je me disais, ben, cette personne-là est là. Puis, tu sais, elle y va. Fait que c'est ça. T'as encore plus envie de voter pour, justement, elle est là pendant que tu le vois. Fait que ça, moi, c'est représentatif du mandat à suivre aussi souvent. Là, si la personne n'est même pas capable de se pointer en campagne électorale, tu dis pendant le mandat, on la verra pas bien, là, tu sais. Fait que non, t'aimes ça quand tu vois les gens. Puis en effet, ça te donne une perspective différente. Puis, tu sais, c'est toujours... tu veux pas que ce soit un concours de serrage de main non plus, là. Tu sais, si tu vois la personne, puis... elle te regarde pas dans les yeux, elle te serre la main, puis 2 minutes plus tard, elle revient te resserrer la main parce qu'elle pense que c'est une nouvelle personne, puis son but, c'était de serrer le plus de main possible. Tu dis, bon, je l'ai vu, mais mon impression est aussi bonne que ça, tu sais. Fait que c'est toujours aussi
d'évaluer la pertinence des événements puis de comment se tenir à cet événement-là aussi, tu sais. S'il y en a 3 en même temps, puis tu fais les 3, mais que t'es là 2 secondes, puis que le monde te voit à peu près pas, c'est mieux. C'est mieux d'aller à que une. d'en faire une seule, d'être là plus longtemps, de jaser avec le monde. Tu sais, il y a tout le temps un équilibre. C'est pas mieux d'aller 3 heures à la même place puis de jaser avec tout le monde que t'as plus de sujet à passer tellement t'as jasé, là. Tu sais, fais-en 2, mais un bon équilibre. Tu sais, je sais pas, il y a toujours ça à évaluer aussi en campagne électorale, puis en tout temps, là, dans notre mandat. Ben, c'est bon. Si jamais, là, mettons hypothétiquement, là, on parlait tantôt peut-être d'une carrière provinciale, ça avait l'air intéressant, mais là, Pascal, il est là, puis avant sa retraite, je pense qu'il va être indétrônable. Mais mettons que le bloc du jour au lendemain, il n'existe plus. Qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question. Idéalement, le bloc existe plus. Parce qu'on le dit souvent, c'est drôle, on est les seuls députés sur la scène fédérale qui veulent perdre leur job. T'sais, on veut que le Québec devienne un pays puis qu'on n'ait plus besoin de siéger à Ottawa. On est comme les plus honorables là-dedans parce qu'on est prêts à en mettre notre job en jeu. Ça, c'est drôle, ça. Ouais, fait idéalement, on aurait pu assiéger à Ottawa bientôt. Ça dépend qui va avoir fait la souveraineté, par exemple, sur la scène provinciale. Est-ce que ça va être le Parti québécois? Est-ce que ça va être un autre parti? Puis quelle place auront les députés du Bloc? Mais après ça, est-ce que tu veux encore faire de la politique à ce moment-là? Quand est-ce que ça va arriver? Peu importe. Là, je pense que je suis pas encore rendue à me dire qu'est-ce que je veux faire après la politique parce qu'en ce moment, je suis bien. Puis j'aime ça. Puis la population t'aime aussi. Tu es à ta place. Jusqu'à là, ça va bien. Ce sera toujours la population qui va décider si je garde ma fonction ou non. Fait que même si je veux encore puis que le monde ne vote pas en ma faveur, ben il va falloir que je trouve quelque chose d'autre pareil. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres éléments peut-être qui m'ont toujours intéressée. Ce sera à suivre. Mais pour le moment, je suis bien dans ma fonction qui roule à 1000 à l'heure, mais je suis bien là-dedans. T'es une fille de la place, donc ta langue première, c'est le français, mais t'es souvent à Ottawa, en première anglais. Comment tu vis avec l'anglais au quotidien? Puis est-ce que t'as dû apprendre l'anglais sur le fly? Comment ça fonctionne? C'est vraiment une bonne question. Je dis souvent ça là, quand c'est à force de travailler en Ontario puis dans le reste du Canada qu'on se rend compte à quel point le Québec est différent du reste du Canada. Là. Ça se passe tout en anglais. On dirait qu'on est dans un autre pays. Là. C'est vraiment différent. C'est le voyage. Ouais. Fait que non, j'avais déjà une bonne base d'anglais. Fait que tant mieux, mais j'ai des collègues députés qui parlent pas super bien anglais puis ils ont de la misère parce que tout se passe en anglais. Mettons, les conversations de coulisses, là, on va négocier avec des députés, puis tout ça, ça se fait tout en anglais. On en essaye d'adopter une motion ou un amendement. Là, eux, ils ont juste toujours la version anglaise. Là, tu essayes de traduire ça sur le fly, comme tu dis. Puis, fait que c'est ça. C'est quand même un bon défi. Évidemment, le Canada a 2 langues officielles, anglais, français. Donc, on n'a pas le choix dans toutes les activités officielles puis dans les travaux officiels du Parlement que ça se fasse dans les 2 langues. Mais souvent, c'est ça. On va être les députés du Bloc, là, les seuls à parler en français dans une réunion. Puis là, il y a la traduction simultanée pour ceux qui ne parlent pas. Fait que tout le monde met leur oreillette pour que les traducteurs traduisent notre français. Fait que des fois, on se sent seul au monde là-dedans, mais si on le défend pas, puis si on le fait pas, il y a personne qui va le faire. Puis éventuellement, à la Chambre des communes, ça va être juste en anglais. Fait que, tu sais, on se met cette pression-là seul aussi, puis on se dit, ben c'est un défi qu'on se donne parce que si on le fait pas, justement, il y a personne qui va le faire. Fait que souvent aussi, on a les interprètes qui nous disent, tu sais, il va y avoir des petits passe-droits, là, ben là, tout le monde parle en anglais, fait qu'on va le faire en anglais. Ben non, tu sais, oui, je comprends l'anglais, mais j'aimerais ça que ça puisse se faire en français parce que tout est filmé. Fait que moi, si j'ai quelqu'un de ma circonscription qui veut regarder nos travaux, là, puis qu'il n'y a pas de traduction en français, ben de quoi qu'elle a parlé, Mme Michaud. C'est ça pas. Et ce citoyen-là a autant le droit qu'un citoyen d'Alberta à comprendre les travaux, tu sais. Fait que souvent, il y a des petits passe-droits dans le sens où, il n'y a pas le bon casque d'écoute si on fait un truc en virtuel, par exemple. Fait que là,
l'interprète a de la misère à l'interpréter parce que le son est pas assez bon. Puis là, c'est comme, ah, c'est pas grave, là, je vais juste dire un truc 1 minute. Ben oui, c'est grave. Tu sais, l'interprète me signale que ça fonctionne pas bien en français, fait qu'on va suspendre les travaux, on va s'assurer que t'as le bon casque d'écoute, tu sais. Parce qu'on remet ça à l'envers, là. Le jour, la seconde où, quand ils comprendront pas ce que je veux dire en français, là, hey, attention, tout s'arrête, là, parce que là, ils comprennent rien. Fait que, tu sais, c'est sûr, là. Mais eux, c'est pas grave s'ils comprennent pas, c'est à toi de comprendre l'anglais. C'est ça, exact. Fait que non, c'est un bon défi de tous les jours. Puis c'est ça, surtout pour tout ce qui se passe en coulisses, les conversations qu'on a, qu'on essaie de négocier quelque chose. Si je veux aller parler à un ministre, c'est sûr, je vais aller jaser en anglais. Fait qu'il faut que tu sois à l'aise, là, quand même. Ouais. Parce que, on est quand même... On parle de minorité visible, là, mettons. Ben, à travers le Canada, ben, on va être minime des gens qui parlent en français, puis c'est quand même justement important de le représenter, puis ça doit être quand même difficile au quotidien parce que, bon, là, on sait, la relation Québec-Canada n'a pas toujours été facile, et ce, depuis des siècles et des siècles. T'sais, on n'était même pas nés, puis c'était encore très difficile. Même chose, pour toi. Ben, ça remonte à Canada anglais, Canada français, là. Ça remonte vraiment au début du Canada, là. Fait que, c'est ça doit être quand même assez tough aussi de représenter le Québec au travers le Canada, en plus de représenter 4 circonscriptions en région. Ouais, non, c'est un grand défi quand même. Puis tu l'as dit super bien, on est une minorité à travers le Canada. On est la minorité francophone. Puis d'avoir une sensibilité pour les minorités, ça n'a pas l'air toujours facile. Mais mettons qu'on parle de langues officielles au gouvernement fédéral, puis il dit, ben là, la minorité anglophone, il faut qu'elle soit mieux protégée au Québec. Là, on est comme, mais la minorité anglophone, elle est super subventionnée. Il y a des universités anglophones. Il y a plein de choses. Ça va super bien. Là, si on compare à la minorité anglophone québécoise et la minorité francophone canadienne. Là, la minorité francophone a bien plus de misère à faire reconnaître ses droits. Là, fait que ça aussi, c'est un grand combat. Puis évidemment, c'est notre travail au Bloc, c'est notre but de représenter le Québec et les intérêts des Québécois. Fait qu'on en fait notre cheval de bataille. Mais je te dis que si on n'était pas là, puis de voir des députés conservateurs, libéraux, québécois qui vont faire des discours au complet en anglais. Ils viennent de Montréal. Là. Mais il parle pas français, lui. T'es comme, je comprends, là, 2 langues officielles, puis il représente la grandeur du Canada, mais il me semble que ta langue, puis surtout la langue française, qui est en minorité, il me semble que ce serait le fun de la défendre plus que ça. Mais vu que le Canada, c'est 2 langues officielles, pourquoi la minorité francophone a autant de misère? Parce que c'est une minorité. Non, je sais pas. Ouais, c'est clair que si dans une autre province, il y avait autant de Français qu'au Québec, au moins une autre, puis peut-être 2 autres, ce serait pas la même chose. Là. Mais là, la minorité, c'est qu'elle est assez petite. T'sais. Oui, c'est ça. Peut-être à grandeur du Canada, vous êtes 300 quelque chose débutés, mais vous êtes peut-être 8 siégés en français. On ne sait pas. Je sais pas le chiffre exact. Là. Mais on s'entend que 8 sur 300, le pourcentage est faible. Là. Exact. En fait, on est 78 députés québécois sur 338. Mais il y a des collègues du coin de Montréal que j'ai jamais vu parler en français. Puis souvent, tu as des ministres d'un peu n'importe où. Tu sais, quand tu es ministre, c'est plus important de pouvoir parler dans les 2 langues là, qu'un député. Puis t'en as que tu vois vraiment l'effort qu'ils font. Ils n'ont jamais parlé français de leur vie. Ils ont des cours de français. Puis là, ils commencent à répondre en français à des questions, puis ils sont super bons. Puis tu compares ça à une autre personne, tu te dis, crime, son français est meilleur. Puis lui, il vient de l'apprendre alors que l'autre est québécois. C'est fascinant, là. Oui, puis ben justement, là, je pense que c'est pendant la pandémie, je pense que c'est la ministre de la Santé ou quelque chose comme ça, là, qui nous parlait en français, là, puis j'étais comme, wow, OK, elle se force, là. Ouais. T'sais, nous, ça nous fait sentir bien. Ouais. Ça nous fait, oui, c'est ça. T'sais, on se sent plus inclus, on se sent mieux au travers du Québec, du Canada. Du Canada, ouais. Malgré que, bon, on sait que nous, ici, on est tous un peu souverainistes. Québécois pur laine, là, mais ouais. C'est quand même important. Ben oui, c'est ça. L'effort est super apprécié. Puis souvent, on entend à la radio, je prends des exemples bien concrets, Jack Meeting ou Pierre Poilievre, puis là, tu fais « Oh, Seigneur, français boboche », mais au moins, il essaie, tu sais. On comprend un peu ce qu'il dit. C'est mieux d'essayer, même si ton français est un peu mauvais, que
de juste lâcher prise. Genre comme, ben moi, je parle Exact. anglais, puis je parle anglais, puis c'est Exact. tout. Là, les Québécois voudront rien savoir Ouais, de toi non, si tu c'est fais ça. c'est sûr. C'est ça, je préfère que tu dises des déterminants, tu sais, le lac, tes mélanges, une des, puis C'est ça. Ouais. que tu me parles juste en anglais, parce que moi, Yes No Toaster, ça ressemble à ça. C'est Là. ça. Je suis en récup d'anglais à chaque récup, puis je dois repasser mon anglais à 63, là. C'est ça, tu sais. on va mieux comprendre si tu essayes de parler français que si tu parles anglais. Ouais. C'est ça. Bon. On parle de travailler en anglais, que c'est en français aussi, mais niveau logistique, on parlait que c'est quand même la moitié quasiment de l'année que vous êtes à Ottawa, les députés, mais que toi, t'habites ici. Donc, niveau logistique, ça doit être quand même très difficile à gérer. Il y a une équipe derrière toi, mais j'aimerais qu'on puisse élaborer là-dessus, tu sais, logistique, parce que là, tu sais, souvent, à Gérer 30 les ans, conflits d'horaires, les choses comme Ouais. ça. oui, des fois, on veut une vie plus, mettons, avec sa famille, avec ses amis. Des fois, bon, ça dépend des gens. Il y en a qui veulent des enfants, il y en a qui veulent des conjoints, des conjointes. Fait que là, comment qu'on fait comme député quand il faut siéger à Ottawa, là? C'est pas à l'autre bout de la c'est à porte. côté, là. C'est pas à l'autre bout. Voyons. C'est pas à côté. C'est pas à côté de la porte. Mais c'est vraiment une bonne question. Puis c'est intéressant parce que c'est le genre de choses qu'on sait pas nécessairement, tu sais, la vie derrière, tout ça. C'est énormément de routes, là, de chez nous jusqu'à Ottawa. C'est, mettons que j'arrête de mettre de l'essence une fois, faire pipi une autre fois, puis peut-être arrêter de me chercher quelque chose à manger sur le pouce. C'est au moins 9 heures de route. Quand même. Fait que... Puis on siège du lundi au vendredi. On a une politique de conciliation travail-famille au bloc. C'est pas pareil pour les autres partis. OK. Fait qu'on s'est donné ça, puis c'est vraiment le fun. Dans le fond, même si on siège du lundi au vendredi, il y a tant de personnes qui vont siéger, eux, du lundi au jeudi, puis un autre groupe de personnes qui vont siéger du mardi au vendredi. Fait que tu as au moins une journée dans la semaine, soit conciliation travail-famille ou journée de comté qu'on appelle journée de circonscription. Oui. Fait que ça te donne du temps pour être au bureau ici parce que, par exemple, dans le mois de mai, cette semaine, c'est notre seule semaine où on est ici. Toutes les autres semaines du mois de mai, on est à Ottawa. Puis le mois de juin, il y a 0 semaine ici. On est toutes les semaines à Ottawa. Fait que au moins d'avoir une journée près du week-end, que tu peux être dans ton comté, faire des rencontres ici, puis tout ça, ben c'est aidant. Mais là, moi, ma journée de comté, je l'appelle ma journée de déplacement. Parce que 9 heures. c'est ça, c'est une journée pas mal de c'est travail. Fait que c'est ça. Ça, la route, c'est beaucoup de logistique puis beaucoup d'organisation. Là, tout mon horaire, un peu comme en campagne électorale, est planifié au quart de tour. Puis toute mon équipe y a accès, en fait. Puis eux vont toujours me demander, bon, admettons jeudi ou mardi matin, qu'est-ce que tu préfères? Ça, pour être sûr que je sois à l'aise avec mon propre horaire, mais ils vont me placer des trucs dans mon agenda selon les disponibilités puis tout ça. Mais c'est ça, là, j'ai ma maison ici. On a soit un appartement, les gens peuvent aller à l'hôtel aussi. Là. On a comme un montant spécifique de bureau pour notre résidence secondaire, exact, à Ottawa. Fait que j'ai un appartement là-bas. À Gatineau, du côté du Québec. OK. Oui, c'est important pour nous d'encourager les Québécois. Yes. Puis en plus, c'est moins cher qu'à Ottawa. Mais c'est ça. Fait que après ça, ben t'es presque à chaque semaine sur la route. Sinon, des fois, je reste là-bas la fin de semaine parce que si je fais 9 heures de route le vendredi, j'ai 2 activités le samedi, puis il faut que je reparte le dimanche matin. Je suis brûlée, j'ai pas eu de temps de qualité en famille, puis c'est ça. Fait que c'est toujours un gros défi de planification d'horaire et de planification de repas aussi. Ça paraît niaiseux, mais j'essaie tellement de faire attention à ma consommation puis à pas jeter des aliments, mais ça finit souvent que... Tu sais, il y a une semaine à Ottawa, j'arrive, je me dis, bon, je vais au moins acheter quelques petits trucs pour manger à la maison. Puis ça donne que 0 soir, je peux manger chez nous, que je pars trop tôt le matin, j'ai pas le temps de déjeuner. Je dîne pas, évidemment, parce que je suis pas là. Puis je soupe pas. Fait qu'à la fin de la semaine, j'ouvre mon frigidaire, puis je vois ce que j'avais acheté, puis je fais, bon, là, souvent, je mets ça dans un petit cooler pour emmener ça chez nous, mais tu te souviens que tu perds de la bouffe. Ou j'arrive ici pour une fin de semaine seulement, j'ai pas le temps d'aller à l'épicerie, puis même si j'avais le temps d'y aller, j'ai pas le temps de manger tout ce que j'achète. Fait que, tu sais, c'est vraiment un défi constant, ça. Puis de se trouver des petits moments aussi. Là, souvent, on va avoir beaucoup d'invitations à des activités. Si je sais que j'ai un souper de famille, là, je vais le bloquer dans mon horaire. Je suis indisponible ce samedi soir-là. Fait que
Ça dépend toujours, là, c'est du cas par cas. Si c'est le fameux gala de la Chambre de commerce, c'était de la Matapédia, puis que j'avais pas vu que c'était cette date-là, je vais redéplacer mon truc personnel, mais t'as pas le choix de te bloquer des petits moments dans l'horaire parce que sinon, tu y arrives pas. Puis aussi, si c'est tout le temps du 7 jours semaine parce que t'as des activités le samedi, dimanche, puis toute la semaine du travail, ben là, à un moment donné, si je vois qu'il y a un mardi que j'ai rien à date, là, je vais essayer de me dire, bon, cette journée-là, là, je la garde pour moi, mettez-moi rien, tu sais. Puis souvent, c'est juste pour faire une journée de courriel à la maison. Une journée de paperasse, finalement. C'est ça, de paperasse, tu sais. Hier, c'était mes pneus d'hiver, puis ces affaires-là, tu sais. À un moment donné, il faut prendre des journées pour ça aussi. Ouais. Fait que, ouais, c'est... T'es un humain, tu vas chez le dentiste, tu vas chez le vaccin, tu vas chez la coiffeuse. On n'a pas le choix. Là. Ben, c'est vraiment intéressant à savoir. Puis, je me demandais aussi si la politique, c'était pas quelque chose qui te passionnait, mettons, dans la vie. Qu'est-ce que tu aurais fait autre que la politique comme carrière? C'est une bonne question. Quand j'étudiais en relations internationales, je disais que la diplomatie m'intéressait beaucoup. Aller travailler dans une ambassade dans un autre pays, j'aurais vraiment aimé ça. C'est sûr que ça tourne pas loin autour de la politique quand même, là. Mais ce genre de métier-là, tout ce qui tourne autour des médias, du journalisme aussi, ça m'a toujours intéressée. Puis j'ai une grande admiration pour les enseignants. Fait que je sais pas, peut-être j'ai pas le background, là, comme on dit, les études pour ça, mais je sais pas, ça m'a toujours intéressée. Quand j'étais petite, je jouais à l'école. J'étais une professeure dans mes temps libres. T'installais tes toutous, là, puis t'enseignais ce que t'avais fait la journée. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la politique, soit devant ou derrière? Absolument. Je pense que le premier conseil, c'est de se faire confiance puis de ne pas avoir peur de foncer, mais je pense que ce conseil-là est bon pour n'importe quoi, là. Mais puis de saisir les opportunités aussi, là. Tu sais, je vous l'ai dit, quand l'opportunité s'est présentée pour moi, je sais pas si j'étais rendue là dans mon cheminement, si j'étais prête, je me posais les questions comme je suis sûrement trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, si, ça. Puis finalement, ce qui m'est revenu en tête, c'est si je le fais pas, je vais sûrement plus regretter que si je le fais puis je gagne pas. Ou, tu sais, c'est sûr que dans tous les cas, ça va avoir été une belle expérience. Fait que pourquoi pas, tu sais. Fait que pas hésiter à se lancer quand on arrive à prendre des décisions comme ça. Puis c'est ça, se faire confiance, mais beaucoup être prêt à travailler en équipe. Puis être prêt à pas trop être orgueilleux, que si notre idée, c'est pas celle qui est retenue ou c'est pas celle qui est si bonne que ça, finalement, de passer à autre chose vite puis pas faire... je sais pas comment expliquer ça, là, mais pas le prendre personnel, ouais, c'est ça, parce qu'en politique, ça va extrêmement vite. Fait que... Puis un des conseils que notre doyen nous a donné quand on est arrivé, il y a un monsieur qui siège à la Chambre des communes depuis plus longtemps que je vis. Là. Ça fait 32 ans, je pense, qu'il siège. Il était là pour la fondation du Bloc québécois. Lui était député conservateur auparavant, puis ça a comme été une coalition de députés, là, la fondation du Bloc. Fait que il s'est lancé là-dedans, puis c'est la personne la plus âgée à la Chambre à ce stade-ci. C'est pour ça qu'on l'appelle le doyen. Puis, il nous avait dit, à chaque début de session parlementaire, à chaque nouvelle législature, en fait, il y a l'élection du président de la Chambre. Puis quand la Chambre ouvre, puis il n'y a toujours pas de président parce qu'il faut procéder à l'élection, c'est le doyen de la Chambre, par tradition, qui prend le siège de la présidence, puis qui nous fait un petit discours, puis qui préside la petite heure que ça dure. Et là, il nous avait dit aux 337 députés, j'ai un conseil à vous donner. En politique, si vous voulez de la gratitude, si vous voulez de la reconnaissance, achetez-vous un gros chien. En voulant dire, attendez-vous pas à vous faire dire bravo, vous êtes bon, gna gna gna. C'est pas de même ça va marcher. Souvent, ça va trop vite, puis ça gaule. Fait que si tu veux avoir de la reconnaissance, là, achète un chien qui va pouvoir flatter, puis va pouvoir te content de te voir, mec, t'arrives à la maison. Ouais, c'est ça. Parce qu'en politique, souvent, là, la reconnaissance, ça vient pas. Ah, wow, c'est quand même drôle comme conseil. J'ai bien aimé ça. Je me suis dit, ça va toujours me suivre. Parce que des fois, tu travailles tellement fort sur un dossier, puis tu te dis, Colin, dans l'article, ça le mentionne même pas. Ou finalement, à la télé, ils m'ont mis 2 secondes. J'ai l'air de pas avoir travaillé là-dessus. Tu sais, les gains te reviennent pas nécessairement, mais c'est ça. Ça fait partie de... Fait qu'il faut pas trop t'y attarder. Oui, puis des fois, c'est des sujets qui te tiennent vraiment beaucoup à cœur. Puis peut-être que vous allez les voter en chambre. Finalement, vous êtes
trop minoritaire, c'est pas ça qui est adopté, mais c'est toi, au fond de toi, tu penses Ben oui. vraiment que c'est la meilleure chose qui peut pas arriver, là. Fait que c'est sûr que ça doit être tough de pas, des fois, le prendre personnel. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, ça m'amène à une autre question. Tu sais, comment tu fais pour... Parce que, tu sais, ça arrive d'avoir des défaites. Comment tu vis avec ces petites défaites-là? Ah, c'est une bonne question. Je pense que je vais reprendre la même façon que je viens de le dire. Autant les victoires, on prend pas le temps de les célébrer. Même chose pour les défaites, on prend... T'sais, on repart. Prochain dossier. Prochain dossier, let's go. Ou qu'est-ce que je peux faire de mieux cette fois-ci? D'apprendre de ça aussi. Ça dépend, là, quel type de défaite. Si tu perds tes élections, c'est normal que tu aies la peine, que tu sois déçu, pis tout ça. Faut pas que tu penses à la prochaine ça, c'est la grosse défaite, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand même, être dans l'équilibre en général, mais c'est ça. Si tu fais pas la bonne affaire une fois, puis là, tu te sens un peu mal, tu te dis, bon, ben, je vais travailler plus pour que la prochaine soit mieux. Ou, ouais, souvent tu dis ça, ça te redonne un petit coup. Ah, c'est le fun. Dans le fond, il nous reste quand même un petit peu de temps. Oui, on peut parler encore des politiques si ça t'intéresse. Moi, je serais curieuse de savoir un peu le parcours du Bloc. Connaissant moins le parcours fédéral, m'intéressant moins au fédéral, parce que je suis plus souverainiste Québec, fait que ce qui se passe en Alberta, je m'en fous un peu. Mais ouais, je sais pas si tu peux nous parler un petit 2 minutes là, de c'est quoi la création du Bloc? Là? Oui, bien, ça s'est créé dans un contexte où on parlait un peu de la division Québec-Canada tantôt, où c'était très, très marqué, cette division-là, où il y avait un momentum pour la souveraineté au Québec. Puis là, j'ai peur de me tromper dans mes années, là, mais en tout cas, je vous l'ai dit, ça a été une coalition au départ. Donc, on avait des députés qui faisaient partie du gouvernement qui n'étaient pas d'accord avec les politiques gouvernementales, des députés qui faisaient partie de l'opposition qui se disaient « mais ça n'a pas de bon sens, faut mieux défendre le Québec ». Il y a eu toute la saga du scandale des commandites. Donc, ce scandale-là, je ne sais pas si vous êtes familier, mais à la dernière campagne référendaire, il y avait le camp du oui, le camp du non. Et éventuellement, on s'est rendu compte que le gouvernement fédéral avait financé vraiment grossièrement le camp du non. Donc, il utilisait les fonds publics pour encourager les gens à voter non, ce qui a été un scandale, évidemment. Puis, donc, c'est un peu dans ce contexte-là que le Bloc s'est créé. Il y a eu une coalition de gens qui ont dit, bien là, il faut défendre le Québec. Alors, à la première élection du Bloc, il y a eu ils se sont créés là, sans élection. Tu peux quitter ton parti demain matin puis aller siéger avec un autre parti si tu veux. Là. Donc, ça s'est fait de cette façon-là. Puis à la première élection qu'ils ont eue, ils sont rentrés, pas majoritaires, mais comme opposition officielle. Là. 52 députés du Bloc, c'est incroyable quand tu penses à ça. Là. Un parti qui représente une seule province, dans le fond. C'est comme s'il y avait un Bloc Alberta puis qui rentrait opposition officielle au Parlement. Ça veut dire qu'ici, c'était vraiment Bloc au Québec, c'était Bloc. Oui. C'est vraiment, là, il était 52 députés, si je me rappelle bien. Puis dans ce temps-là, il devait en avoir un peu moins que 78, parce que je pense on rajoute à chaque 10 ans. Fait que presque tout le Québec là, était bleu-bloc. Fait que c'est là qu'on voit que ça prenait un Bloc québécois. Oui, c'est ça, clairement. Puis, tu sais, souvent, on entend, ben là, le Bloc est désuet, là, il devait exister pas longtemps, dans le fond, pour faire la souveraineté. Mais non, c'est jamais désuet de défendre une seule nation. Tu sais, comme je le disais avec le français tantôt, s'il n'y avait pas les députés du Bloc qui se forçaient pour qu'on parle en français à la Chambre des communes, mais il n'y aurait personne qui le fait. Fait que je pense qu'on a toujours notre importance à Ottawa de défendre les intérêts des Québécois. Puis le jour où la souveraineté se fera, ben on va être bien content de perdre notre job, comme je le disais. Mais c'est ça, on aura travaillé à quelque chose au moins. Puis ça a toujours été ce qui a guidé le Bloc dans son action politique, vraiment. Là. Puis on a le beau jeu au final. Là. C'est facile pour nous de dire les Québécois sont environnementalistes. Là. Pourquoi on s'entête à vouloir encore plus de pétrole puis encore plus de ci? Pour un député québécois libéral, il n'y a pas le choix de défendre là, les politiques de l'Ouest puis l'énergie qui est utilisée dans l'Ouest. Fait que on trouve qu'on a moins à parler des deux côtés de la bouche. On peut être vraiment plus sincère dans notre action parce qu'on n'a que les Québécois à représenter. Fait que c'est ça, on a un peu le beau jeu, je trouve, puis c'est tant mieux.
ça va plus représenter vos valeurs aussi en tant que Québécois, qui est quand même une minorité aussi au Canada, puis que les Québécois, on est des Canadiens assez particuliers. On n'est vraiment pas le Canadien On n'est pas le Canadien ordinaire commun, là. qui, comme dans toutes les provinces, là, on chante pas l'hymne national chaque matin à l'école. Là. Ben, fait intéressant, à tous les mercredis, quand la chambre ouvre, l'hymne national est chanté. Fait que j'allais dire, c'est rare qu'on voit un député du Bloc en chambre à ce moment-là. C'est pas rare, ça arrive jamais. Dans le fond, mais t'as des députés québécois conservateurs ou libéraux ou d'ailleurs au Canada qui vont chanter l'hymne. Puis il y a tout le temps une petite prière. Donc, c'est encore pas très laïque, la Chambre des communes. Tu vois la différence entre l'Assemblée nationale, qui est vraiment très laïque, qu'on a séparé la religion de l'État, puis c'est parfait comme ça, tandis qu'à Ottawa, très patriotique canadien, très religieux encore, la petite prière avant de commencer les travaux. Fait que, c'est comme je le disais tantôt, des fois, on a l'impression qu'on est dans un autre pays. Là. Ouais. Ah oui, puis même avec nos... On parle de la prière, mais aussi la relation avec la royauté. Autant le Québec s'en fout tellement du roi, de la reine, mais que pour certains autres Canadiens, c'est le roi. Là. Oui, vraiment, c'est particulier. Puis on se disait... Excusez, je fais des... Oui, je pense qu'on le fait tous depuis le début. C'est ça, on voit au Québec, il me semble qu'on est vraiment plus détaché de la monarchie. Puis tu sais, on l'a trouvée sympathique, la reine. Tu sais, c'était notre reine depuis longtemps, tout ça. Mais là, elle le faisait roi, partie des meubles. Là, quand c'est devenu le roi, bon, beaucoup moins sympathique, lui, là, il a l'air froid, puis tout ça. On est comme, bon, ce serait le temps de se débarrasser de ça. Mais tu vois que c'est pas juste au Québec, là. À travers le Canada, il y a eu des sondages, puis c'était plus que... On était au-delà du 50% des gens qui voulaient se débarrasser de la monarchie. Puis, tu sais, on se dit, au final, ça ne nous sert pas à grand-chose à part nous coûter cher. Ben oui. Puis de pas avoir notre pleine indépendance. Surtout qu'au Canada, on est tous démocratiques. Là. Fait que la monarchie, c'est même plus avec d'actualité. Ben non, c'est ça. Puis quand tu y penses, dans le fond, c'est pas Justin Trudeau, le chef de l'État, là, c'est le roi Charles. Ouais. Fait que c'est quand même particulier. Mais c'est bon. Pour finir, en fait, il nous reste, je pense, un petit 20 minutes. Une vingtaine de minutes, à l'émission. On a des questions en rafale qu'on pourra tous répondre. Ouais. En fait, c'est le jeu ça ou ça. OK. Pour apprendre un peu à connaître notre député dans la Métis Matane. T'as pas dit Avignon? Yes. C'est ça. J'ai dit Avignon. Mais on a compris. Première question. Vous êtes plus chat ou chien? Chien. Moi, je suis plus chat. Chien. Bon, OK, je suis dans la minorité, mais je suis plus chat. À ma défense, je suis allergique aux chats, fait que je les ai jamais vraiment aimés. Ouais, puis ton chien, il va donner de la reconnaissance quand t'arrives. J'avais hâte d'en avoir un, je t'en manque de reconnaissance. Oh, wow! Ben ça, j'ai hâte de voir justement avec la réalité d'un député sur la route. Été ou hiver? Été. Ouais, moi, tout, je peux citer, surtout pour la raison de la route, du froid et de la neige. Pas nécessairement la route, mais c'est vraiment un bon point. Mais non, quand il commence à faire beau, là, mon Dieu, on revit, mais ça. Ouais. Puis j'aille ça, les manteaux, les bottes, puis les couches de vêtements, là. Juste sortir dehors avec une paire de gougounes ou de souliers, là, c'est parfait pour moi. Ben moi, j'étais un peu mitigée là-dedans, dans le sens où j'ai beaucoup de points que j'aime dans l'hiver. J'ai toujours été une fille un peu plus hiver. Mais on dirait, plus je vieillis, moins j'aime l'hiver. Peut-être. Plus il y a de la route, on dirait, plus il fait fret, plus je suis... On dirait que l'hiver, en tant qu'adulte, c'est surtout des responsabilités, de déneigement d'auto, puis d'affaires de même, qu'on n'avait pas quand on avait... Ouais, faut que tu planifies tes affaires plus qu'avant. Fait que là, c'est ça. On dirait que je dirais peut-être printemps, moi. Oui. Dans le sens où l'été, moi, il y a les mouches, j'haïs ça, puis il y en a peut-être un petit peu trop. Puis l'hiver, ben, il y a trop de neige. Hein? On est bien au Québec, mais des fois... Mais il y a trop de neige. On aime l'équilibre, fait que printemps, c'est un bon équilibre entre deux saisons. Yes. Es-tu plus avion ou voiture? Étant donné que j'ai beaucoup de routes à faire et que je me déplace souvent entre des points qui sont éloignés, je dirais que l'avion, c'est efficace, son petit boulot. Ben, c'est ça qu'on se disait, parce que là, on parlait de voiture, mais nous, on était comme, peut-être qu'elle prend l'avion
à Montjoli pour se rendre. Il n'y a pas de à vols Ottawa. commerciaux qui se rendent à Ottawa, malheureusement. Ah ouais? Air Canada a abandonné les régions en 2020, au début de la Ok. pandémie. Donc, le comptoir Air Canada est fermé à Montjoli. Donc, il y a Pascan puis il y a PAL Airlines qui font encore des vols, puis une autre compagnie, mais la majorité des vols, ils vont aller dans le nord pour les travailleurs. Ouais. OK. Fait que tu as des vols pour Sept-Îles, Wabush, des affaires comme ça. Montréal de temps en temps, mais c'est vraiment rare. Oui. Fait que tu pourrais faire Montjoli, Montréal, Montréal-Ottawa, mais je pense que ça va se faire sur 2 jours à partir du Ah. mardi PM. T'es aussi bien de prendre le char puis faire 9 ben heures oui, de tant char. qu'à Non, c'est Ouais. ça. Puis C'est même tout le temps aussi ça. te rendre à Québec, tu sais, faire, mettons, à Amqui-Québec pour faire Québec-Ottawa en avion, des fois. Tu peux le faire, puis rendu là, tu dis encore, ben le moins long, puis le plus efficace, c'est la voiture au Ouais, complet. c'est ça. Parce que là, quand tu arrives à l'aéroport à Québec, il faut que tu arrives en avance. Tu laisses ta voiture là, tu as un stationnement à payer. Tu arrives à Ottawa. Souvent, tu as le vol Québec-Montréal, escale à Montréal, Montréal-Ottawa. Mhm. Puis tu arrives à Ottawa, tu n'as plus d'auto. Fait que Ouais. tant qu'à ça, tu aurais dû continuer les 4 heures qui te restaient. C'est ça. Puis 4 avec heures et l'appartement à Gatineau aussi, C'est ben, crème, c'est bon, ça va. demie. Fait que moi, j'ai trop peur des avions. C'est vrai. Et que je dirais auto aussi. Moi, tout, je dirais voiture juste parce que c'est un moyen de transport qu'on utilise vraiment Ouais, plus ouais. souvent que, Mhm. que l'avion. Es-tu plus sucré ou salé? Salé. Salé. Ouais, moi tout. Ça, on n'aura pas de... Ouais. Mais moi, l'affaire, c'est qu'un sac de chips, je peux le vider. Ouais. Des bonbons, là, pour vrai, ils vont passer date. Là. Ben, moi, un gâteau, t'as beau me le passer en dessous du nez, ça me fait pas grand-chose, mais un sac de chips, en effet, Ouais. ça se peut, je passe au travers. Ouais. Ben, on a tous la même team là-dessus. Film ou série? Ah, c'est une bonne question. Je pense que récemment, on est beaucoup plus dans les séries que dans les films. Puis de plus en plus, je vois ça, là, c'est de plus en plus des mini-séries, Ouais. dans 4-5 épisodes, des affaires comme ça. Je pense que je suis plus série parce que, je sais pas, pour aucune raison. Mais des fois, ça arrive que je suis due pour un film, là. À soir, tu sais, je veux pas commencer une nouvelle série puis écouter 4-5 épisodes, un film. Fait que j'aime encore les deux, mais peut-être... Ben moi, j'ai pas mal la même réponse, dans le sens où ça me prend des fois du temps à accrocher à une série. Comme un film, tu peux avoir fini le film en 1h30, 2 heures, puis c'est correct parce qu'à soir, t'avais envie d'écouter un film, mais des fois, une série, une fois de temps en temps, c'est le fun. Mm. Toi, cinéaste. Ouais, ben moi, moi je suis plus team film pour la raison de l'acheter, que ça prend moins de temps à écouter. En 1h30, 2 heures, j'ai une histoire au complet, je suis satisfait, je m'en vais me coucher, fin, tu sais. Mais j'ai quand même des séries chouchous. Là. En ce moment, je suis en train de découvrir la série How I Met Your Mother, comment je l'ai rencontrée. Puis quand tu tombes sur une série où tu te mets à apprécier les personnages, puis que tu l'écoutes sur du long terme, on dirait que c'est un petit moment de vie que tu passes avec eux au final. Fait que j'aime quand même les séries, mais j'en écoute largement moins des films. Là. Puis tu l'écoutes en anglais ou en français? En anglais. Ouais, Je l'écoute c'est en bon pour anglais apprendre l'anglais. sous-titré. Ouais. C'est bon. Parce que ces séries-là, c'est surtout là, c'est des séries new-yorkaises, mais c'est pas tourné à New York. J'aime tellement pas les doublages. Non, c'est ça. On perd dans l'humour, on passe de la sitcom américaine, là, pour ceux qui le savent pas, mais c'est ça, on perd vraiment dans l'humour quand tu l'écoutes en doublage. Puis les sous-titres sont bien faits. Fait que quand tu peux écouter en sous-titres, écoute Ben oui, c'est ça. en anglais Non, sous-titres. c'est bien. Mais tandis qu'on parle de ça, ma résolution de l'année, cette année, c'était d'écouter plus de contenu québécois. Ah. Fait que j'ai vraiment fait plus de tout.tv que de Netflix cette année. Puis je suis pas mal fière de ça. Puis j'ai découvert plein de bonnes séries. Puis aussi, j'ai... comment ça s'appelle? J'ai Vidéotron à Gatineau, OK? Puis là, c'est... comment ça s'appelle? En tout cas, il y a comme un diffuseur à travers Vidéotron de trucs que tu peux pas écouter normalement, là. Comment ça s'appelle? C'est-tu le Club Illico? Club Illico, bon, c'est ça. Puis sur Club Illico, il y avait la série Mégantic sur la tragédie. Oui, je l'ai entendu parler. Mégantic, c'était vraiment, vraiment bon. Ah ouais? Je vous le conseille. Et là, j'ai commencé La nuit où Laurier Gaudreau s'est Ouais. réveillé de Xavier Dolan. Ouais, qui joue dedans. j'ai écouté le premier épisode, ça a l'air assez flyé comme Ouais, série. c'était flyé, c'est un bon mot. Mais j'aime vraiment ça. Je suis rendue à 3-4 épisodes, puis c'est super bon. Mais je pense que je préfère aussi peut-être les séries québécoises que les films québécois. Étrangement. Puis je vais beaucoup écouter de séries, mettons, sur Nouveau, des choses comme ça. Dernièrement, Justicier, Les Huissiers, Okay. trucs de justice, j'aime bien ça aussi, qu'un film québécois, parce que souvent, on n'a pas
alors, comment on peut dire ça, là, une recette, là, un peu. Dans les films québécois, on est beaucoup humoristique, on est beaucoup plein de choses. Mais à un moment donné, des fois, tu fais le tour, je pense. Fait que de découvrir autre chose qui se fait dans le québécois, c'est intéressant. Dans le cinéma aussi. québécois, tu sais, pour... l'affaire avec le cinéma québécois, c'est que pour essayer de partir de ces clichés-là, il faut aller dans du cinéma plus underground, le cinéma de genre, le cinéma d'horreur. Mais c'est du cinéma plus dur d'accès qu'un De Père en flic ou un Bon cop bad cop, qui est trouvable n'importe où. Là. Donc, être la personne la plus drôle au monde ou la plus intelligente? C'est une bonne question. Seigneur. Je dirais intelligente, mais j'aimerais ça que mon partenaire soit le plus drôle. Hey, c'est une très, très bonne question. Mais je sais pas pourquoi. Moi, je dirais la personne la plus drôle. Oui. Ouais, j'ai l'impression que socialement, être le funny guy, c'est une bonne chose. Ouais. Tu sais, c'est ça qui m'a sauvé la vie au secondaire, l'humour, tu sais, d'être drôle. Fait que j'irais avec le gars plus drôle. Ben, je pense que j'irais drôle aussi, dans le sens où je crois que si j'étais trop intelligent, le monde autour de moi me dérangerait plus puis m'affecterait plus. Tu sais, de se dire, crime, pourquoi que cette personne-là fait ça? Je me poserais peut-être trop de questions existentielles que je fais déjà actuellement, que je me rendrais peut-être dépressive au lieu de joyeuse. Ben, j'ai l'impression aussi que, tu sais, être trop intelligent dans le sens d'avoir, comme, mettons, tous les savoirs, toutes les connaissances. Des fois, c'est niaiseux, mais c'est pas une mauvaise chose d'être un peu idiot sur certains sujets, puis pour avoir un certain recul sur une situation qui soit te concerne pas ou juste qui n'est pas dans ton intérêt, tu sais. Ouais. Mais il y a des gens qui, justement, vont avoir cette force-là, d'être les gens les plus intelligents au monde, puis chapeau. moi, ça serait trop fort pour ma santé mentale. Tu poses la prochaine, c'est quoi? Je peux la poser. Alors, avoir un doigt ou un orteil supplémentaire? Mon Dieu, Seigneur. Et je pense que je vais dire orteil parce qu'il dérangerait personne. Ah, ouais. Simple. Moi, j'ai tellement pas pensé comme ça. C'est tellement ridicule. Moi, j'ai pensé doigt parce que quel soulier tu mets quand tu as un orteil supplémentaire? Ouais, c'est sûr. Tandis qu'un doigt, au pire, tu t'achètes un gant, pas de mitaine, là, tu sais. J'ai l'impression... Un gant, pas de mitaine, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, je mélange toujours les deux, mais tu sais, la mitaine mognon, là, la mitaine... J'ai l'impression que c'est moins complexe au quotidien d'avoir un doigt de plus. C'est plus apparent, mais ça doit être moins complexe. Ouais. Faut que tu l'expliques plus souvent. Ouais, il faut que tu l'expliques plus souvent. Ouais. Prendre un verre entre amis ou aller voir un spectacle? On peut-tu prendre un verre en ami en regardant un spectacle? Oui. C'est ça qu'on se disait. On était comme, je pense que c'est ça qu'elle va répondre. Tu sais, avec Diffusion Mordicus ici, qui a le bar dans la salle de spectacle. Tu prends un verre entre amis, envoyer un bon show, puis let's go. Surtout un show d'humour, ça fait du bien. Oui. Alors, jeu de société ou jeu vidéo? Société. Ah ouais? Je suis une grande joueuse de jeux de société. J'aime bien ça. Je te dis, je t'avais de me ruiner chez Checksa. Mon Dieu, j'en ai acheté des jeux. Puis j'aime vraiment ça. Jeux de société aussi. Moi, un peu des deux. Un peu des deux, mais j'aurais plus tendance à dire jeu de société parce que c'est plus simple d'accès. Tu sais, j'étais un grand fan des jeux vidéo, mais le problème avec c'est qu'il faut que tu t'équipes puis ça coûte cher. Moi, j'étais un grand fan de jeux vidéo PC. Mais t'acheter un PC de gaming, ça coûte une fortune. Il faut que tu mettes le budget dedans. Tandis qu'un jeu de société, 20-30$, puis tu peux avoir une très bonne soirée. Oui, puis c'est le fun aussi parce que tu peux jouer réellement avec les gens. T'sais, moi, avec mes amis, on se fait souvent des soirées jeux de société où on a tous déjà soupé chez nous, puis on se rejoint la soirée. Ça nous a pas coûté... Ça nous a rien coûté, en fait, là. Puis on se rejoint chez quelqu'un, on va jouer pendant 2 heures un jeu de société. On a eu bien du fun, puis... C'est rassembleur, les jeux de société. Oui, c'est ça. Puis t'interagis avec l'autre en même temps. Puis des fois, il y a des jeux de société qui créent des débats. Oui. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, tu préfères écouter les autres ou parler aux autres? Ah, c'est une bonne question. Mon métier m'amène à beaucoup parler, mais je suis plus une personne qui est dans l'écoute.
C'est drôle à dire de même, là, parce que vous avez l'impression que je parle tout le temps. Mais non, mettons que vous arrivez dans un souper de famille chez nous, là, souvent, je suis pas la personne qui est en train de parler puis de prendre le plancher. Là, je serais plus écoutée. Ben, je pense que c'est la réponse que, personnellement, j'attends d'un député Bon. qui nous écoute. Qui nous écoute, citoyen qui vende sa salade. Parce que ça fait partie de ton métier aussi d'écouter les gens. Ouais. Fait que moi aussi, je suis plus quelqu'un qui est dans l'écoute. Surtout avec Christo qui a une très grande gueule. Oui, non, c'est ça. Moi, j'adore écouter, mais j'adore parler. Fait que c'est un peu des deux, ça dépend. Ouais. Ça dépend vraiment. Il y a des soirs, je suis plus écoute. D'autres journées, je suis plus parlage. Ça dépend vraiment. Je suis un peu des deux. Donc, ville ou campagne? Hey, c'est une bonne question. Campagne, je pense. Ouais. Je suis pas mal sûre après plusieurs années. Au départ, j'étais sûre que je m'en allais en ville après pour l'école, puis que j'allais rester là, puis je revenais pas ici. Moi, j'étais une fille de ville. OK. Mais finalement, j'étais une fille de campagne. J'aime vraiment ça. La qualité de vie est tellement différente. Là. Je te dirais la seule chose que j'aime plus quand je suis en ville, par exemple. Puis là, j'ai quand même l'équilibre dans ma vie parce que je passe la moitié de ma vie à Ottawa. Puis ce que je trouve bien pratique là-bas, c'est quand t'as pas le temps de souper, tu te fais venir quelque chose, puis c'est pas compliqué. Ici, c'est pas la même chose. C'est ça, Uber Eats, DoorDash, ici, t'as pas ça. C'est ça. Mais c'est le seul point négatif. Là. Tout le reste vaut la peine. Ben d'accord. Plus campagne aussi. Ouais, moi aussi, je suis plus campagne. La ville, c'est intéressant pour les études. C'est le fun d'étudier en ville, mais pour vivre, on est tellement mieux en campagne. Oui, si tu veux fonder une famille, tu sais, la famille proche, la garderie proche, l'école proche, l'aréna, tu sais, c'est quand même le fun. Oui, alors le prochain, Instagram ou Snapchat? Vraiment Instagram. J'utilise pas Snapchat. Mais je pense que c'est une affaire de génération, puis on est dans la même génération, là. Mais je sais pas. Je pense que quelques années en dessous de moi, ça a commencé plus à être populaire, Snapchat. J'ai des amis qui l'utilisent, là, quand même, mais moi, je trouve qu'on met donc des efforts sur les réseaux sociaux, puis c'est toujours ça que j'ai haï de Snapchat. Tu prends le temps de faire une photo, d'écrire quelque chose, ça disparaît. Ça m'a toujours enragée. Fait que non, j'ai ça. Moi, je serais plus Snapchat, parce que oui, c'est le fun de regarder les contenus des gens, puis j'aime ça, c'est un peu comme Facebook, là. Mais pour parler à des amis ou quelque chose, je suis plus Snap, malgré que là, le robot me fait très chier. Ouais, ça, c'est une des choses qui m'insulte. Moi, j'adore l'intelligence artificielle directement sur Snapchat. Ça fait peur. J'ai manqué enlever Snapchat de ma vie à cause de robot. Mais là, expliquez-moi ce que ça fait, là, genre, c'est une intelligence artificielle, je pense que c'est une filière de ChatGPT qui ont mis dans Snapchat. Donc, c'est un robot qui peut t'aider au quotidien. C'est un genre de Siri de Snapchat. Ouais, non, c'est ça. Tu peux communiquer avec lui, il va faire des recherches pour toi. Il peut écrire des textes pour toi. Oui. Non, c'est troublant, puis il sait des choses, beaucoup. Il sait beaucoup de choses. Oui. C'est un petit peu En fait, troublant. c'est Moi, ça. je suis pas là, Les intelligences artificielles, en gros, là, sans embarquer dans le gros débat, c'est qu'ils ont toute la connaissance humaine. Toutes les encyclopédies, les livres, la musique, le cinéma, toute la culture, toutes les langues, ils connaissent tout ça. Donc, il y a un peu la réponse à tout. Ouais, puis tu lui demandes de traduire une phrase, il va te le faire. traduire. C'est un peu troublant. Ça peut être un bon outil, mais il faut savoir s'en servir, il faut savoir le gérer. C'est vraiment ça. Je pense qu'il faut toujours garder en tête que tout ce que tu lui donnes, il l'emmagasine sur toi. Si tu lui parles toujours de jeux de société, il va savoir que tu Exactement. T'aimes ça, les jeux de société. C'est un exemple. Mais moi, j'avais vu une nouvelle, là, justement, puis ça disait que je savais pas trop comment ça fonctionnait. Je l'avais vu sur le mien, mais là, ça disait qu'il pouvait demander à des jeunes d'envoyer des photos d'eux, puis tu sais, c'était comme une relation un peu malsaine, puis justement, le fait qu'ils emmagasinent les réseaux sociaux le font déjà, là, ils emmagasinent beaucoup d'informations sur nous, d'informations personnelles, mais là, si tu lui parles, t'interagis avec lui, tu lui donnes du stock, là, Moi, je pose tellement de questions sur le cinéma qu'à cette heure, il est vraiment rendu bon en cinéma, là. Pour vrai. Il me trouve des fun facts que je trouve pas sur Google, là.
Moi, j'y ai pas parlé. Et toi, t'es plus Instagram ou Snapchat? Moi, je suis relativement plus Snapchat. Instagram, j'ai tellement de la misère avec cette application-là. Ah ouais? J'ai Instagram, mon compte, là, je dois publier une fois par 2 mois. Je vais jamais sur Instagram. Jamais. J'ai l'application, mais elle meurt dans mon téléphone. Intéressant. Dernière question avant de conclure ce podcast. Plus une fin de semaine relax au bord de la mer ou au bord du lac? Au bord du lac. Est-ce que je pense? Ouais, mais je suis très plan d'eau en général. Là. J'adore l'eau, mais j'habite près du lac Matapédia. Fait que Ouais. c'est mon lac. Ouais, team lac aussi. Moi, j'aime bien les deux, mais un lac, c'est tellement tranquille. Là. Surtout, tu sais, dépendant des endroits, mais aux alentours du lac Matapédia, il y a tellement de beaux spots. Ouais, vraiment. C'est pas le vent de la mer, full Ouais. C'est froid. ça. puis- J'aime moins aussi, c'est sûr. Ouais. puis ça J'avoue que, pue pas. j'avoue que la mer, il faut s'y prendre d'avance. Tu vas pas là tous les jours. Tu sais, le Non, lac, c'est moins ça. pire. Ouais. Donc, c'était notre dernière question en rafale. Donc, merci beaucoup, Christina, Ben, ça d'être m'a fait venue plaisir. à notre podcast, de nous parler de ta réalité comme députée de Avignon Métis Matin de Matapédia au fédéral, qui est quand même impressionnant. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez aimé l'émission, bien entendu, vous pouvez la liker, la partager. C'est ce qui soutient le mieux l'émission. Allez voir les anciennes émissions qui sont déjà disponibles. Ratez pas les prochaines émissions. Donc, pour ça, vous n'avez qu'à vous abonner et on se dit à la prochaine fois.